Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Une nouvelle nuit débute pour les Cerbères, et leur corps s'anime à nouveau au risque de provoquer une fin mortelle. Vous allez donc tous me jeter un dé pour voir si la soif de vos personnages augmente. Donc pour rappel, Christopher et Anna étaient déjà à 2, alors qu'Hélène et Lydie s'étaient maintenues à 1. Ouais. Vous notez également que vous récupérez autant de points de volonté que votre plus haut niveau entre résolution et sang-froid, ce qui vous replace tous au maximum du coup. Donc on lance un des 10 pour voir si la soif augmente. En cas de réussite, elle n'augmente pas. En cas d'échec, elle augmente. Et Christopher lancera également 2 dés, le jet d'humanité, pour voir s'il a des remords, le jet de remords, pour voir s'il conserve son humanité ou s'il commence sa descente vers la bête. Hélène a raté son jet, donc elle passe à 2 en soif. Anna a raté son jet, elle passe à 3 en soif. Christopher reste à 2 et Lydie reste à 1. Lydie n'a jamais soif. Va falloir aller chasser un peu là, je pense, avant d'aller voir Capone. Alors, ton jet de remords déjà. Voilà, déjà. Alors, tu as eu un succès, ce qui veut dire que Christopher éprouve des remords par rapport à son comportement de la veille et aux actions qu'il a commises. Du coup, faudra que tu l'intègres ça à ton roleplay, donc il éprouve des remords pour ça, et il reste à 7 en humanité. Pour Anna, ça devient un peu compliqué. À 3 en soif, la soif est vraiment très présente et les risques que la bête se manifeste d'une manière plus ou moins subtile sont quand même accrus. Il va falloir effectivement envisager de se nourrir d'une manière ou d'une autre si elle veut limiter les risques. Sachant qu'à partir de 4 en soif, même l'odeur du sang ou le goût du sang peuvent provoquer des jets de frénésie et de perte de contrôle. Anna, pour chasser, c'est en gros jouer de sa musique afin de captiver un auditoire et sélectionner une personne qui semble particulièrement envoûtée par elle. Je te rappelle que Anna a un troupeau de fans. Tu as 2 points de troupeau, donc tu peux très bien contacter des personnes que tu connais, etc., sur qui tu t'es déjà nourri, sur qui tu sais que c'est safe de le faire, et donc du coup, ça peut te permettre de récupérer 2 points de soif de manière tout à fait safe, sans même avoir à faire de jet. Ok. Du coup, avant que justement Anna aille, Christopher lui demandera, tu vas te nourrir au râtelier ? À vrai dire, je pensais inviter une de mes connaissances à boire un coup dans un bar. Très intéressant, je te demanderai bien où est le bar, mais si tu n'invites qu'une seule personne, peut-être que je serai de trop. Parce que tu n'es pas la seule qui doit te nourrir. Les événements d'hier m'ont fatigué. Écoute, ça peut être une opportunité. Je peux organiser un regroupement de personnes dans un bar chic, prétextant une sorte de mise en relation de personnes avec qui j'ai des atomes crochus, et ainsi nous pourrions profiter de ces mortels. Ça me plaît, surtout si le bar est très chic. Eh bien, disons que les personnes qui constituent ma nourriture, en général, apprécient ce genre de lieu. Soit, si cela ne te gêne pas, j'aimerais t'accompagner. Non, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, vous pouvez aussi venir, Lydie et Hélène. Ça me ferait plaisir de vous avoir avec nous. Je vais regarder Lizzie. Moi, j'ai pas besoin de me nourrir en tout cas, et je me nourris de toute façon pas sur des humains. Enfin, pas directement. Je sais pas si je suis indiscrète, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Il y a une raison en particulier ? Simplement, je trouve que le risque de tuer quelqu'un, même s'il est faible, est quand même trop grand, surtout si on est censé vivre plusieurs centaines d'années, donc je préfère éviter tout risque. Je comprends. C'est même beaucoup plus simple, je pense. Dommage que je n'aime pas. Je dois avouer que dans mon état présent, je n'ose pas imaginer ce que ça serait si je me laissais emporter par la frénésie. C'est peut-être dans ce cas-là une bonne chose que je vienne. Ça pourra servir de garde-fou. Et puis j'ai besoin de me changer les idées aussi après hier.
Et Hélène verra que Christopher a pas l'air très bien pour ce qui s'est passé la veille. Elle ne fera aucun commentaire. Ce qui fait du bien à Christopher. Mais Christopher n'aura absolument aucun doute qu'elle note. Du coup, il note qu'elle note. Voilà. Du coup, Lydie, on les suit ou on reste ici et on tente de péter les scores sur Castlevania? Il me semble que c'était Hélène qui était potentiellement censée avoir un contact pour mon histoire de bouquin, là. Ah oui, Critias. Et du coup, est-ce que si les autres, ils nous laissent quelques temps, est-ce qu'on peut pas en profiter pour aller le voir Ouais, ça me va, ouais. Bah du coup, je t'emmène faire un tour en moto. Allons-y. On se donne rendez-vous dans combien de temps et où J'aime bien prendre du temps lorsque je me nourris. Revenez au bar quand vous aurez fini. Ouais, je pense que ça sera plus simple. Je ne sais pas combien de temps je prendrai. Ça marche. Amusez-vous bien. Ah, vous aussi. Merci. Soyez prudents. D'un côté, moi ce que je te propose pour Anna, elle connaît un établissement, un espèce de bar musical où justement c'est plus ou moins scène libre et elle a ses habitudes là-bas, elle y va régulièrement. Du coup, elle peut assez facilement contacter l'un des membres de son troupeau, voir l'intégralité de ses fans pour leur dire il se trouve que ce soir je joue à tel endroit, n'hésitez pas à amener du monde et du coup faire son petit événement personnel. Alors, c'est exactement l'idée. Il y a deux possibilités. Soit tu choisis quelqu'un du bar qui a priori ne fait pas partie de mon troupeau, soit tu prends quelqu'un de mon troupeau. Non, je vais chercher quelqu'un du bar. Je ne tiens pas à épuiser ta propre source. Et j'ai du plaisir dans la traque de ma propre source en général. Ça marche. Eh bien, je vais juste contacter le patron d'établissement. Disons que ton apparition, si ça suscite des gens à venir, ça ne peut que me permettre d'avoir plus de chances de trouver ce que je cherche. Eh bien, en général, ils sont assez nombreux. Même parfois, ils sont un peu trop enthousiastes, on va dire. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle va sourire légèrement. Et c'est le risque quand on fait le métier que je fais. Du coup, elle va pianoter sur son téléphone et appeler le patron de l'établissement et lui dire voilà, je compte jouer ce soir dans votre établissement. Est-ce que vous accepteriez de m'accueillir pour le tarif habituel? Anna, ayant déjà joué dans cet endroit et ayant fait ses preuves, c'est quand même une musicienne de talent, le patron va dire oui, pourquoi pas, justement, on n'avait personne de particulier pour ce soir. Vous pouvez amener votre instrument, vous installer. Les clients commencent juste à arriver. Je sais pas si on aura du monde, mais en tout cas, je peux vous compter le pourcentage habituel sur les consommations. C'est entendu, nous arrivons. À tout de suite dans ce cas. Du coup, elle va raccrocher et appeler un membre de son troupeau. Terence O'Connor, quarantaine d'années, c'est un chef d'entreprise qui est divorcé. C'est quelqu'un qui, on va dire, aime bien tout ce qui est un peu chic et cossu et un peu le charme mondain de ce genre d'établissement. Et il a rencontré Anna lors d'une de ses prestations et il a été admiratif. Du coup, il a très souvent répondu présent lorsqu'elle l'appelle et elle se nourrit de temps en temps sur lui. Allô ? Comment vas-tu ? Je joue ce soir. Ça me ferait extrêmement plaisir que tu viennes. Comme ça, on pourra discuter et puis je pourrais te faire écouter quelques morceaux de mon répertoire. Qu'est-ce que tu en dis ? Ah mais parfait, mademoiselle Gray, ce serait avec plaisir que je viendrai vous écouter jouer ce soir. J'avais un rendez-vous de prévu mais je vais décommander et on se retrouve là-bas, c'est super. Vous êtes vraiment formidable, je suis désolé de vous prévenir au dernier moment, vous ne savez pas à quel point je suis content de savoir que vous viendrez. En tout cas super, je suis très content. Vous savez déjà ce que vous allez jouer ce soir ? Eh bien je pensais jouer quelques morceaux classiques et puis pourquoi pas un peu de jazz. Alors je sais pas. Alors justement, j'avoue que le jazz, j'y connais assez peu. Je suis pas sûr qu'il y ait du violon dans le jazz, IGHRP. Alors je pense pas, mais de toute façon, Anna a un très bon niveau en représentation. Elle a 3 en représentation, sans compter sa spécialité en violon et en chant. Du coup, elle est capable de faire quand même pas mal de choses différentes. Partons là-dessus, du coup. Pour l'occasion, du coup, Christopher s'habillera assez chic quand même. Une jolie veste. Anna fait en sorte que tout se passe comme prévu. Elle arrive à l'établissement, elle s'installe, elle discute avec le patron. Tout se met en place d'une manière tout à fait habituelle pour elle. C'est le genre de soirée qu'elle a l'habitude de mener. Elle sait que là, elle est partie pour quelques heures de travail.
et que elle devrait pouvoir assouvir sa soif probablement avant la représentation si Terence se présente rapidement, ce qui s'avère être le cas, hein. Il est même très prompt à se rendre sur les lieux, il a très hâte d'entendre jouer sa musicienne préférée, et Anna pourra profiter d'un petit moment en coulisses pour se nourrir sur lui. Anna réduit donc sa soif de 3 à 1. Ok. Elle sent tout de suite beaucoup mieux une fois qu'elle a essuyé le sang de ses lèvres. Elle sent très clairement qu'elle y voit plus clair, que son esprit est moins embrumé par les pensées produites par la bête, et elle se sent prête à faire une démonstration de son talent au public qui sera là pour l'écouter. Ça marche. Bah du coup, une fois on va dire l'acte accompli, elle va lui dire merci beaucoup pour ce moment d'intimité. Je vais maintenant jouer mon répertoire. Il est un peu hagard et il va hocher la tête et dire très bien, je vais m'installer dans le public. Pendant ce temps-là, Christopher, lui, je pense, est en chasse. Ouais. Pour trouver une cible à son goût, une cible qui corresponde à sa restriction de ventrou, tu dois faire un jet de résolution plus vigilance. Difficulté 4, qui est quand même assez difficile. Ouais. Alors 3 succès, je te conseille de ne pas relancer parce qu'au final, l'effet que ça fait si tu te nourris sur quelqu'un qui n'est pas de ta préférence, ça te coûte un point de volonté de toute façon. Non, ouais. Ouais, je me souviens, ouais. Maintenant, tu vas faire ton jet de chasse, sachant que Christopher étant une succube, il utilise charisme avec persuasion, ça fait 5, plus le bonus de séduction, ça fait 6, plus le bonus de présence, je pense qu'il utilise révérence. Oui, j'allais lire, oui. Ça fait 8. C'est une réussite, 4 succès pour une difficulté de 4. Donc sans problème, Christopher arrive à trouver une personne avec qui il engage la conversation et très rapidement son charme magnétique fait son effet. Elle va boire mes paroles avant que je ne boive autre chose. Et la personne se laisse faire quand Christopher essaye de l'emmener à part justement pour discuter de manière plus intime et mieux s'entendre parce qu'il y a quand même beaucoup de musique dans cet endroit. Ouais, t'as vu. Ah ouais, c'est le bon plan en fait de chasser avec elle, moi je dis. Du coup, Christopher emmène sa victime à l'écart pour se nourrir sur elle et tu récupères toi aussi ta soif, tu passes de 2 à 1. De l'autre côté, on a Hélène et Lizzie qui comptaient partir en moto pour rencontrer Critias, c'est bien ça? Ouais. Allons-y. Comment Hélène procède pour mener Lizzie à Critias du coup? Du coup, elle va passer par là où elle se souvient être passée il y a quelques années. Alors c'était une résidence universitaire à l'université de Chicago. Elle se rappelle que Karl avait demandé à un certain professeur Manos Papagiano. Voilà, ouais. Du coup, elle ira au même endroit et demander la même personne. Après leur trajet en moto, Lizzie et Hélène arrivent à l'université de Chicago, qui se trouve pas très loin de leur domaine. Et Hélène mène sa comparse à l'accueil de la résidence universitaire où, quelques années plus tôt, Karl, un leader anarque avec qui elle s'était retrouvée lors de la purge, l'avait menée afin d'obtenir un asile temporaire le temps que la purge se termine. Et ça a été le premier pas vers l'entrée dans la Camarilla pour Hélène, vu que c'est Critias qui a négocié avec Lodin pour que les anarques le souhaitant puissent se dédire et rejoindre la Camarilla. Hélène se présente donc à l'accueil de la résidence universitaire qu'elle connaissait. Le concierge est un peu surpris par son arrivée, mais à la mention du professeur Manos Papagiano, il sait ce qu'il a à faire et il passe un coup de fil. Les deux femmes ont à attendre quand même un petit moment. On les fait s'asseoir dans une sorte de salle de repos qui sert pour les étudiants de la résidence. Finalement, au bout de 1h30 d'attente quand même, Ah la vache. un homme finit par se présenter. Critias est un homme d'un certain âge, un peu grassouillé, ne mesurant pas plus d'1m50. Il est pratiquement chauve avec quelques restes de cheveux blancs autour du crâne et une épaisse barbe. Il est très ridé mais il paraît assez robuste. Sa peau est tannée par le soleil. Il porte pour l'occasion un costume très chic
qui semble parfaitement taillé à ses formes, malgré du coup son léger embonpoint. Il a l'air un peu surpris qu'on les fait venir et on voit très vite aux sourcils froncés qu'il affiche qu'il n'aime pas forcément être dérangé si c'est pour rien. Du coup, je vais me relever pour le saluer. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai ma pote qui a besoin de vous parler. De choses dont vous seul avez certainement les réponses. Mademoiselle, la première chose que l'on fait quand on rencontre quelqu'un et qu'on se présente à lui, c'est déjà de le saluer et de se montrer suffisamment respectueuse pour qu'il daigne bien vous accorder son attention et son temps. Vous vous doutez bien que mon temps n'est pas extensible à l'infini et que j'ai moi-même des affaires à mener. Je ne sais pas bien pourquoi vous m'avez fait venir, mais je reconnais bien en vous la petite brebis galeuse que m'avait apporté Karl. Allez, suivez-moi. Ouais, on le suit. Hein. Il a l'air visiblement assez irascible et il vous emmène dans un autre bâtiment qui semble être un bâtiment universitaire où ont lieu des cours, où il y a des salles de classe, des laboratoires, ce genre de choses. Et il vous emmène justement dans le bureau qui lui est attribué sous cette identité, Manos Papagiano, officiellement professeur de littérature ancienne gréco-latine. Et il vous fait entrer, la pièce déborde de livres en tout genre. C'est vraiment quelqu'un qui doit accumuler toutes les lectures à faire et à venir dans cet endroit en particulier où il doit passer peut-être une partie de son temps. Il va s'installer tout naturellement au bureau du professeur, son bureau, et vous invite à vous asseoir face à lui sur les 2 chaises qui s'y trouvent. Je le remercie et je lui dis bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis une membre du clan des Trémérés et je m'excuse beaucoup de devoir vous déranger comme ça. Ma camarade de coterie m'a proposé de me mener à vous parce que on a été chargé d'une enquête pour un bris de mascarade dans laquelle vous pourriez peut-être nous aider. Et il a l'air d'avoir des liens qu'on n'a pas encore réussi à identifier avec des légendes très anciennes. Il écoute de manière assez attentive ce que dit Lydie, mais pour le moment, son intérêt semble assez médiocre et il attend de voir où elle veut en venir et quelle est sa place dans cette histoire. Notamment, quelqu'un a écrit, a fait écrire, on sait qui a écrit, mais c'est pas le commanditaire, sur les murs autour du lieu d'un meurtre, des phrases comme moi qui ne connais plus que la nuit, j'aspire à retrouver le jour, ou le sang versé par la lutte éternelle réveillera un jour les anciens. Son intérêt semble être piqué assez vivement et tu peux voir que ses 2 yeux sont maintenant fixés sur Lydie de manière assez intense. Et avec également des symboles que je peux vous montrer puisque j'avais pris des notes. Donc je lui montre les symboles qu'on a vus, le glaive et le sceptre entrecroisés, les côtes de vampire et l'ankh. Et je me suis un petit peu renseignée auprès des miens et il m'a informé que ces phrases seraient tirées d'un livre écrit par votre sire Ménélas. Je me demandais si vous aviez des informations à ce sujet. Pour l'instant, on a beaucoup de mal à relier ça au meurtre et on aimerait bien en comprendre plus. Qui pourrait avoir intérêt à afficher ce genre de choses, etc. Ça parlait aussi des Ventrous qui avaient détruit Carthage ou un truc comme ça. Oui, tout à fait. Les patriciens ravagèrent Carthage, ne laissant derrière eux que sang, cendres et larmes. Il a écouté de manière assez attentive. Quand Lydie lui a présenté les différents signes, il a juste confirmé qu'effectivement, oui, ça c'est le signe des Ventrous, ça c'est la Camarilla qui s'en prend aux anarques, etc. Des choses qui n'ont pas l'air de l'intéresser plus que ça. Hein. Les symboles en eux-mêmes ont l'air vraiment d'être de peu d'intérêt pour lui. Par contre, il va immédiatement, une fois qu'elle lui laisse reprendre la direction de la discussion, il va directement l'interroger. Que savez-vous de Carthage en vérité ? Moi, pas grand-chose, pas plus que ce que j'ai pu en apprendre en cours de latin quand on a travaillé sur les guerres puniques. Mais j'ai jamais eu l'occasion depuis que je suis vampire, de m'intéresser à la sagesse vampirique à ce sujet. Ton regard interroge également Hélène. Elle va avoir l'air un peu penaud, de dire
J'ai jamais été très fortiche à l'école, moi. Il va hausser les yeux au ciel, du coup, et poursuivre, s'adressant maintenant principalement à Lydie. Visiblement, le fait qu'Hélène soit pas très scolaire, ça a l'air de lui déplaire un petit peu. Lydie a réussi à flex qu'elle avait fait des cours de latin pour se mettre dans ses petits papiers. Critias va reprendre. Carthage était ce que Thomas More a ensuite appelé une utopie. C'était la ville où la parfaite union entre les mortels et les descendants de Caïn avait été accomplie. Le fondateur de mon clan, le fondateur du clan Boja, était parvenu à accomplir cet exploit. Et j'étais parmi ceux qui faisaient porter la voix de cet accomplissement dans toute la Méditerranée. J'étais absent cependant quand tout a été détruit du fait des Ventrous et de leurs alliés Malkaviens et Toréador, jaloux que Carthage puisse rivaliser avec Rome, qui de son côté reposait avant tout sur la domination et la violence quand nous cherchions à unir les peuples. Maintenant, je suis un peu surpris que ce texte réapparaisse ainsi. Il n'y en a que peu d'exemplaires, et le dernier que j'ai eu entre les mains, c'est celui que j'ai moi-même recopié afin de le confier à mon enfant et lui donner ainsi une source de sagesse que je savais profitable. Mon sire était quelqu'un d'un savoir immense. Néanmoins, il avait été très marqué par la destruction de Carthage et je sais que il avait entamé la réflexion sur cette guerre éternelle que les clans et les sectes maintenant se mènent. J'avais pu mettre la main sur ses mémoires, faute de le retrouver lui-même, et j'avais entrepris la rude tâche de transmettre sa sagesse aux jeunes générations. Cependant, l'exemplaire dont je vous fais mention a disparu, ainsi que mon enfant, Procette, que je pense avoir été tué par quelqu'un dans cette ville. Peut-être que cette personne se l'est approprié. Dans tous les cas, cet objet me revient et j'aimerais le récupérer. Vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec notre enquête et vous avez une idée de ce qui a pu se passer pour votre enfant? Et je suis désolée pour votre perte. Non, je ne sais pas. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que cela s'est passé alors que les anarques ont fini par recevoir un retour de bâton de la part du prince. Et je ne sais même pas si c'est quelqu'un appartenant aux hommes de Lodin qui a fait le coup, ou quelqu'un qui a juste profité de la situation pour s'en prendre à procès. C'est ce qu'on avait pu comprendre jusqu'à maintenant. Et vous qui avez du coup fréquenté ce savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient capables d'utiliser ces citations? Ou est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre de quelqu'un qui a eu le livre, ou en tout cas une de ses copies, entre les mains? Elles sont un peu connues car j'en ai fait moi-même l'écho durant les leçons que j'adresse à nos pairs. Cependant, il n'est pas à exclure que quelqu'un ait en effet eu le livre entre les mains. Après tout, un exemplaire était en ville et il a disparu. D'accord. Et alors là, pour mon intérêt personnel, vous donnez des leçons sur les temps anciens régulièrement. Est-ce que c'est possible d'y assister Ah, mais ce sera avec plaisir, effectivement. Je prends très à cœur l'éducation de nos jeunes enfants et de nos nouveau-nés afin d'être certain qu'ils servent la Camarilla au mieux. Et tout cela passe forcément par le savoir et par un esprit critique, la base de toute société. Et notre société de descendants n'échappe pas à la règle. Il faut savoir, il faut comprendre, il faut connaître pour pouvoir faire société. Ben, je suis d'accord. Je sais pas si vous avez des horaires. Présentez-vous le vendredi soir dans l'amphi numéro 4. J'y donne la leçon une fois par mois, le premier vendredi du mois, à 22h. J'ai obtenu cette petite faveur du doyen qui me doit sa place. Ah bah, si le prince ne m'a pas envoyé sur une mission urgente à ce moment-là, je serai prochain vendredi. Il ne propose même pas à Hélène? Ouais. Mais là, comment il avait fait pour faire de Carthage un lieu aussi équilibré? Alors, ce n'est pas Ménélas qui en était le principal architecte, c'était Troile, notre fondateur.
Tout cela est en lien assez fort avec la nature même du clan Bruja. Nous sommes très liés à l'humanité et nous avons toujours vu l'importance qu'elle revêtait pour notre famille. Et plutôt que de les asservir, nous avons toujours pensé qu'il était meilleur de tisser des liens de coopération. Ok, d'accord. Merci. Je le remercie. Merci et excusez-moi encore de vous avoir dérangé sans prévenir à l'avance. Alors que vous le remerciez, il dit d'une voix suave lorsque vous aurez retrouvé ce manuscrit, ramenez-le-moi. Et juste après, il dit tout simplement et oubliez cette conversation. Du coup, on va faire un petit jet de domination. Oh. Parce que Critias, c'est un vieux filou avec beaucoup de pouvoir. Donc lui, il va faire un jet de manipulation plus domination contre votre intelligence plus résolution. Alors, combien j'ai là-dedans? J'ai 3D. Intelligence plus résolution, ça me fait 7. Oh, 5 succès quand même. Donc je vais quand même lancer le jet de Critias du coup. Allez, Critias, par toi. S'il te plaît. Ça va être très difficile pour qu'il soit, mais pourquoi pas, ce sera amusant. Critias possède une volonté de fer, et son sang est tellement épais et ancien que il lui confère des capacités proprement surhumaines. Donc il impose sa volonté sans vraiment de difficulté aux deux jeunes femmes, sachant que du coup il s'agit d'une injonction latente. Il a utilisé le pouvoir d'hypnose sur elles avec une injonction latente afin que quand une action se déroulera, elles seront contraintes de faire la réaction en question. Donc c'est-à-dire que si elles obtiennent le livre, elles auront le réflexe d'aller l'emmener à Critias. Ce qui vient absolument pas Hélène, parce qu'au fond, elle en a absolument rien à foutre des préférés. Sachant que après, il a utilisé le pouvoir de brouillage mémoriel. Oh putain! Et donc du coup, elles ne savent pas qu'il a implanté cette commande en elles. C'est fourbasson! Oui. J'adore. Donc c'est-à-dire que on a juste oublié que... Qui nous a manipulés, ouais. Voilà. On a juste oublié qu'il nous a dit de lui ramener, mais on n'a pas oublié le reste, on a aussi oublié le reste. Ouais, c'est ça. Il vous a fait oublier le fait qu'il vous avait manipulé. C'est-à-dire que moi, consciemment, je sais que je suis censée le ramener à l'autre, là, Nikolai. Oui. Et dès que tu l'obtiendras, tu le ramèneras chez Critias. Critias. Comme un beau toutou. Mais les filles, vous allez où? Ouais. Les filles, Ah bah ça va encore me mettre bien avec mon clan. Du coup, Critias vous salue toutes les deux avec un grand sourire, très mielleux maintenant. À bientôt, j'espère. À bientôt. Hélène sera un peu déstabilisée que maintenant il soit gentil avec elle et du coup elle va double check what the fuck, mais c'est tout et elle repartira. J'aime beaucoup le pouvoir de brouillage mémoriel. Dans cette histoire, c'était juste moi qui suis dans la merde, hein. Vous en avez rien à faire. Moi, je suis mal. Hélène et Lydie quittent donc l'université pour retrouver le Shamrock. De l'autre côté, alors qu'Anna et Christopher du coup menaient leurs affaires dans leur coin, plusieurs informations leur sont parvenues au cours de la soirée, au cours des quelques heures qu'ils ont passées tous les deux là-bas. Christopher a reçu un bip de Sovereign. Du coup, il a pu aller téléphoner à une cabine publique pour en savoir plus. Et Sovereign lui a dit que Capone acceptait de vous rencontrer tous sur son domaine au cœur de Chicago. L'heure et le lieu ont été choisis par lui. Cela aura lieu dans un bar-cabaret nommé sans détour le Bordello. Ah ouais, ok, ouais. Oh, parfait. Ça aura lieu cette nuit même à 1h du matin.